assemblée annuelle. C'est le message de notre président. D'entrée de jeu, je voulais rassurer Bruno, lui permettre de se détendre un petit peu là, concernant ce qu'il a mentionné tout à l'heure, qui nous disait qu'il avait du plaisir à travailler avec le conseil d'administration. Bien, je peux le rassurer, là, je peux lui dire que le plaisir est partagé. C'est agréable de travailler avec Bruno et il n'y a pas de doute dans mon esprit à ce niveau-là. Bruno, c'est un producteur de lait sa ferme est située à Nestrie. Il est copropriétaire de la ferme avec ses deux fils, Marc-André et Antoine, là, qui vient de se greffer très récemment. Ils cultivent 500 acres de terre et ils ont environ 200 têtes dans leur troupeau. Bruno est président, là, ça fait maintenant 2 ans et demi, depuis décembre 2011, de la Fédération. Avant, il avait occupé le poste de vice-président pendant 2 ans et demi, à partir d'avril 2009. Il est président à Nestrie depuis 2002. Il siège aussi au conseil d'administration des producteurs laitiers canadiens et membre du conseil exécutif de cette même organisation-là. Alors, il siège aussi à plusieurs tables nationales, comités nationaux, que ce soit CGL, P5 et j'en passe. J'aurais envie de faire quelques petits commentaires aussi sur Bruno. Vous connaissez Bruno ici, c'est un gars qui est direct. Des fois, il peut avoir l'air un petit peu sévère, là, mais c'est un gars qui a de l'humour aussi, qui est philosophe. Je peux vous assurer qu'aux tables nationales, c'est le même Bruno qu'on retrouve. Bruno, c'est un gars qui aime ça faire des débats d'idées. C'est pas un gars qui fait des débats de personnalité. C'est un gars qui est à la recherche continuellement de solutions. Puis pour toutes ces raisons-là, je peux vous assurer que Bruno est apprécié, puis il reçoit le respect là, de ses pairs au niveau canadien et au niveau de tous les partenaires de l'industrie. Alors sur ça, j'invite votre président à livrer son message. Merci, Denis, pour ta présentation. J'espère que vous m'entendez bien. Mesdames et messieurs, les délégués, membres du CA de la Fédération, chers invités, chers partenaires, merci d'être là. Votre présence est importante pour nous. Salutations spéciales aux producteurs de la base. Je pense qu'on en a quelques-uns qui sont présents aujourd'hui. Bienvenue à votre Assemblée. Enfin, bienvenue aux collègues des différentes provinces. On a des gens de Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. On a aussi des représentants des producteurs laitiers du Canada. Nous sommes heureux de vous accueillir chez nous. Je vous invite à profiter de leur présence et échanger avec eux au cours des 2 prochains jours. Même si vous n'êtes pas bilingues, les autres non plus ne le sont pas. Donc, en travaillant ensemble, en échangeant quelques signes, une poignée de main, on établit un contact parce qu'on a beaucoup de choses en commun, vous savez. Et c'est en communiquant qu'on apprend à mieux se connaître. Avant d'aller au cœur des enjeux, vous me permettez de vous rappeler 2 caractéristiques humaines bien présentes chez nous et dont nous devons toujours avoir à l'esprit, maintenant plus que jamais. Je n'apprendrai rien en vous disant que nous sommes des entrepreneurs. Quand j'ai débuté dans la production laitière, une de mes grandes motivations, c'était le désir d'être mon propre patron. Je ne voulais pas prendre mes décisions sans avoir consulté Pierre-Jean-Jacques. Je sais qu'avec les questions qu'il y a eu tantôt, il y en a qui vont dire qu'on a quand même des pressions de l'extérieur, mais tout entrepreneur a des pressions de l'extérieur aussi. J'avais des idées pour l'améliorer, l'entreprise, pour la faire progresser, la faire grandir. On peut donc dire que l'entrepreneuriat fait partie de notre ADN d'agriculteur. L'autre caractéristique qui fait partie aussi de notre ADN, selon moi, c'est l'une des raisons qui, avec l'intelligence, ont fait le succès de l'humanité. Les premiers humains ont rapidement compris comment ils pouvaient être plus forts que leurs prédateurs, multiplier et améliorer leurs idées en augmentant leur qualité de vie, en travaillant ensemble. Ils ont compris qu'ensemble, ils étaient plus forts. Comme le dit la maxime populaire, seul on peut aller plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est grâce à notre fibre d'entrepreneur, mais aussi en comprenant qu'on était plus forts ensemble que nous, les producteurs de lait québécois et canadiens, on a bâti un système aussi unique qui nous sert aussi bien. Je fais ma parenthèse philosophique, j'y reviendrai. Le bilan d'année que vous a présenté Alain tantôt
montrent encore une fois de très belles réalisations collectives, des progrès dans des dossiers importants et surtout une grande flexibilité dans les résultats de notre secteur, dans un secteur économique mondial encore très affecté par la crise de 2008-2009. C'est un avantage que nous avons. Nous sommes relativement à l'abri de la grande instabilité des marchés agricoles mondiaux. Nous obtenons un juste revenu du marché, prévisible et sans subvention. Je pense que je n'ai pas à vous dire que c'est une situation rare et exceptionnelle dans le secteur agricole. Mais, vous le savez aussi bien que moi, la tempête nous menace. Je pourrais même dire que la foudre a tombé sur la grange l'automne dernier. Les pressions internes et externes sur notre système de mise en marché n'ont peut-être jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui. Nous faisons face à des difficultés qui peuvent sembler insurmontables, à un point tel qu'on pourrait se sentir impuissant, être tenté par la résignation, ou pire, par des propositions de prétendue modernisation de la gestion de l'offre qui, dans les faits, ne conduiront qu'à son abolition. Je ne vais pas vous surprendre, mais je pense que ce serait la pire des erreurs de céder à ces pressions. Je suis plus convaincu que jamais de la pertinence de la gestion de l'offre. Et je crois que tant qu'elle aura l'appui des producteurs, elle aura un avenir. Je vais être très clair. Ça ne veut pas dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a rien à changer. Notre système doit évoluer pour faire face aux nouvelles réalités, comme il l'a toujours fait depuis ses débuts. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. À ce propos, j'aimerais vous citer Winston Churchill, un homme qui a su se tenir debout et faire face de manière remarquable à une des plus grandes menaces de l'histoire pour la liberté et la démocratie. M. Churchill disait « Le pessimisme voit des menaces dans toutes les opportunités, alors que l'optimisme voit des opportunités dans toutes les menaces. » Il disait aussi « Le plus loin que vous pouvez regarder en arrière, le plus loin que vous serez susceptible de voir en avant. » C'est dans cet esprit, avec optimisme et ouverture, mais aussi avec un réalisme et une détermination, et en n'oubliant pas les leçons du passé, que nous devons faire face aux défis qui nous confrontent ensemble, en étant à l'écoute de nos membres et de nos partenaires. C'est très important d'être à l'écoute, puis c'est très important que vous nous aidez, que vous nous briefez. Excusez l'anglicisme, mais c'est très important. Le premier défi, et non le moindre, c'est la forte pression que nous subissons pour démanteler la gestion de l'offre et ouvrir nos marchés. Depuis l'accord de principe entre le Canada et l'Europe l'automne dernier, et avec la négociation du partenariat transpacifique qui se poursuit, la pression augmente. Ceux qui nous pressent ne sont pas tous aussi radicaux, en apparence du moins. Certains renards nous présentent plutôt cela comme une modernisation de la gestion de l'offre, une réforme qui nous permettrait de nous métamorphoser en exportateurs tout en maintenant notre système. Comme le disait Novembre Bratois dans une publicité, si ça existait, on l'aurait. Le Conference Board a le mérite d'être clair. Il propose le démantèlement. Non seulement cela permettrait, selon lui, à nos meilleurs producteurs de profiter de la croissance mondiale de la demande, mais cela ferait épargner 2,6 milliards de dollars aux consommateurs. Pour relever ce chiffre, le Conference Board a repris les calculs théoriques de l'OCDE, qui mesure la différence entre le prix mondial du lait et le prix à la ferme. Il suppose que si le prix intérieur s'alignait sur le prix mondial, les dollars en moins que pour les producteurs seraient entièrement transférés à la filière consommateur. C'est peut-être vrai en laboratoire économique, mais pas dans la réalité. Si ça l'était, le prix de détail du lait de la Nouvelle-Zélande devrait être beaucoup moins cher qu'ici, puisque les producteurs reçoivent environ 50 de notre prix, alors que le prix du lait en Nouvelle-Zélande est un peu plus cher qu'ici. Les comparaisons avec les États-Unis reviennent aussi souvent sur le tapis. Mais combien de produits de consommation sont moins chers aux États-Unis? On n'a pas de gestion de l'offre dans le ketchup, dans l'automobile, dans les pneus, dans l'électronique. Pourquoi c'est plus cher au Canada? La fiscalité, les avantages sociaux, les subventions, les travailleurs illégaux, la densité démographique. Il y a toutes sortes de réponses qui peuvent expliquer la différence. La réalité est trop complexe pour l'expliquer par ces simples calculs simplistes. Selon nos critiques, le monde aurait changé. La demande pour les produits laitiers dans les pays émergents, particulièrement en Asie, nous offrirait des perspectives de croissance rentables.
des occasions que nous allons manquer si nous ne réformons pas la gestion de l'offre. Je pense qu'il y en a plusieurs qui portent des lunettes roses ou qui en fument du bon. Ou les deux. Depuis les milieux des années 80, on nous rabat les oreilles avec les vertus du libéralisme économique. Le retrait de l'intervention de l'État dans le marché, l'ouverture des frontières au commerce, l'élimination des subventions à l'agriculture, vous avez tout entendu ça. Après 30 ans de ces beaux discours, est-ce que maintenant on a un marché parfait? L'État s'est-il retiré? Intervient-il moins? Est-ce que le commerce se fait selon des règles équitables, à armes égales? Sans vouloir être cynique, je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces prétendues réformes. Pendant la récente campagne électorale québécoise, on a eu la confirmation de la fermeture de l'usine d'Electrolux à l'Assomption dans la région de Lanaudière. Cette usine, elle a un marché pour ses produits. Pourquoi qu'elle a quitté le Québec? Parce qu'il y a une ville qui donne 188 millions, soit en subvention, soit en crédit d'impôt en autre avantage. Cette ville-là, c'est Memphis. Les travailleurs américains vont gagner 14 $ de l'heure, les travailleurs québécois vont gagner à 18. Et en plus, les travailleurs au Québec étaient syndiqués. L'ALENA a peut-être ouvert les marchés en Amérique du Nord, mais de toute évidence, elle n'empêche pas le nivellement par le bas des conditions de travail et de production, ni la concurrence déloyale. Les gouvernements ne doivent pas intervenir pour réguler le marché, mais ils peuvent dépenser les dollars des contribuables pour subventionner des entreprises, baisser les tarifs d'électricité pour les alumineries, subventionner le secteur aéronautique, investir 1 demi-milliard pour une cimenterie. Ce sont peut-être des choix légitimes qu'une société peut faire, mais qu'on arrête de nous faire des discours sur le fait que l'État ne crée pas d'emplois et ne doit pas intervenir dans le marché. Le secteur agricole n'est pas à l'abri de cette hypocrisie. Plusieurs gouvernements ont déréglementé l'agriculture, démantelé les mises en marché ou abandonné la gestion d'offres qui permettait aux producteurs d'aller chercher des meilleurs revenus dans le marché au lieu que dans la poche des contribuables. L'Europe, entre autres, l'Océanie aussi. Mais les subventions à l'agriculture, elles, ne sont jamais aussi bien portées que maintenant. L'Europe dépense 60 milliards d'euros par année pour soutenir son agriculture. Les États-Unis viennent d'adopter le Farm Bill, 1 000 milliards sur 10 ans. Bien sûr, une grande partie de ce budget va au programme d'aide alimentaire aux plus démunis. Mais ces milliards de dollars dépensés dans les supermarchés américains pour acheter des aliments qui soutiennent la consommation intérieure, ils assurent aussi aux frais des contribuables le maintien d'un bassin de main-d'œuvre bon marché pour les entreprises américaines. Walmart, notamment, serait une des entreprises qui en bénéficie de deux manières. Plusieurs de ses employés associés doivent recourir au food stamp pour se nourrir faute de salaire décent, et plusieurs de ses clients les utilisent pour acheter leurs produits dans leur supercentre. Les pays émergents ne sont pas en reste. La Chine aurait dépensé 165 milliards en 2012 en subventions agricoles, une augmentation de 89 % depuis 2008. Ces subventions, dans la plupart des cas, ne rendent pas les producteurs agricoles riches. Je ne veux surtout pas jeter la pierre aux producteurs d'ici et d'ailleurs qui ont besoin comme filet de sécurité. Souvent, ils arrivent à peine à les maintenir en production, malgré des revenus inférieurs à leurs coûts. Elles permettent à l'industrie agroalimentaire d'être concurrentielle sur les marchés mondiaux et permettent aussi au pays de maintenir une certaine sécurité alimentaire pour leurs citoyens. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais citer le vice-président au développement des affaires de la grande coopérative américaine Dairy Farmers of America, M. Greg Wickham, qui répondait à une question du journal Les Affaires du 12 avril sur le statut particulier que réclament les agriculteurs américains dans les négociations commerciales. Je le cite. C'est une question de sécurité alimentaire. Les gouvernements craignent que les aliments étrangers moins chers tuent leur industrie agricole. On ne peut pas dépendre de l'étranger pour des produits essentiels. Le gouvernement subventionne donc l'industrie agricole lorsque c'est nécessaire, afin qu'elle reste profitable. On veut éviter que les agriculteurs ferment boutique. Je suis d'accord avec ça. Même, je ne vois absolument pas en quoi, pour les mêmes raisons, il serait plus répréhensible de protéger son marché pour une partie sensible de sa production agricole plutôt que de la subventionner. Le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, M. Olivier de Schutter,
est d'ailleurs arrivé à une conclusion similaire dans son rapport final déposé en mars. Pour enfin régler le problème de la faim dans le monde, parce qu'il y en a réellement un problème de faim dans le monde, et certains essaient de nous faire croire que le commerce va régler le problème de la faim. Moi, j'ai déjà dit à l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande, vous savez, quand vous nous vendez du beurre, c'était justement le thème de la conférence, quand vous nous vendez du beurre que vous dites pour combattre la faim dans le monde, je pense que vous vous trompez d'adresse parce que et les producteurs sont capables de produire le beurre et les consommateurs en ont tant qu'en veulent. Pour revenir à M. Shooter, il recommande un nouvel encadrement du commerce et des investissements en agriculture. Il croit en l'autre qu'il faut redonner aux États le choix de favoriser le développement de leur capacité à se nourrir eux-mêmes autant que possible. Et à la page 27, on peut lire que les États devraient limiter l'accès de dépendance envers le commerce international et bâtir une capacité à produire les aliments nécessaires pour combler leurs besoins avec une emphase sur l'agriculture à petite échelle. Deuxièmement, maintenir la flexibilité et les instruments nécessaires, tels la gestion des approvisionnements, pour isoler les marchés nationaux de la volatilité des prix sur les marchés internationaux. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais pour moi, ça sonne comme de la musique à mes oreilles. On ne se comptera pas d'histoire. Le point de vue de M. Shooter est loin de rejoindre le courant dominant. Mais c'est plein de bon sens et dans le contexte actuel, ça fait du bien quand même à entendre. On ne peut malheureusement pas en dire autant du message de l'économiste en chef du département de l'agriculture des États-Unis, M. Joseph Glover, qui est venu faire une présentation la semaine dernière dans le cadre des perspectives agricoles organisées par le CARAC. Là, on retrouve la pensée magique, les lunettes roses. Peut-être même l'hypocrisie vous laisse juger. Dans l'entrevue qu'il a accordée au journal Le Devoir, il dit croire que le Canada se laisserait convaincre de réformer ses secteurs sous gestion de l'offre pour profiter d'un marché asiatique en expansion. Pour lui, ça voudrait dire une profonde remise en question des barrières tarifaires et des quotas de production au Canada. Mais ce qui est le plus étrange dans cette entrevue, c'est que le journaliste n'a même pas sauvé une minute à demander à notre ami américain si le marché canadien l'intéressait, autant sinon plus que les marchés lointains d'Asie, qui sont convoités par tous les pays exportateurs du monde. On est leurs voisins immédiats. Ils nous considèrent comme leur marché naturel. On a des consommateurs riches et sophistiqués. Qu'est-ce qui arriverait selon vous si le Canada, pour peut-être ouvrir d'hypothétiques marchés asiatiques, devrait d'abord ouvrir ses frontières au lait américain? Une augmentation de moins de 10 de la production de lait aux États-Unis suffit à combler les marchés canadiens. Combien de producteurs de lait canadiens résisteraient à la vague? Combien d'usines? Combien d'emplois bien numérés disparaîtraient? Même le professeur Sylvain Charlebois, promoteur lui aussi d'une réforme en profondeur de la gestion de l'offre, reconnaissait dans une lettre récente aux journaux qu'un marché ouvert, malgré le fait que, selon lui, plusieurs de nos producteurs seraient compétitifs, nous exposerait à une concurrence déloyale des agriculteurs, hautement subventionnés comme ceux des États-Unis. Les promoteurs d'une telle réforme tiennent à peu près tous les mêmes discours. Pour que le Canada puisse vraiment exporter des produits laitiers, il faut qu'il rouvre ses marchés en réduisant fortement ses tarifs. Vous savez, et je sais ce que cela signifie, c'est l'alignement du prix du lait canadien sur les prix mondiaux. C'est le retour à l'instabilité et à la volatilité des prix. Le Conference Board et les autres tenants de la réforme de la gestion de l'offre proposent que le gouvernement et les contribuables paient pour des programmes de transition. Ça coûterait des milliards, mais ça ne suffirait pas. Il faudrait aussi que le Trésor public canadien nous offre des filets de sécurité équivalents à ceux de nos compétiteurs européens ou américains. Et à quel coût? Pour les contribuables, pourrait-on concurrencer le climat et les travailleurs illégaux du sud-ouest américain, les pâturages à l'année de la Nouvelle-Zélande, et les 2 récoltes de maïs ou de soya du Brésil et de l'Argentine avec leur main-d'œuvre à bon marché? J'ai cité Churchill au début. Je suis d'accord avec lui pour voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je suis d'accord pour saisir toutes les occasions d'affaires rentables. Je suis convaincu qu'il faut encourager l'efficacité et la compétitivité de notre secteur, celle des producteurs et celle de tous les maillons de la chaîne. Mais je suis certain que Churchill n'était pas un homme à dire que le verre était plein quand il était vide. Oui à l'optimisme, mais non au jovialisme. Ça fait plus de 40 ans que nous misons sur l'équilibre entre notre appétit individuel au développement et le travail collectif pour développer notre marché et stabiliser et améliorer notre revenu.
La mise en marché collective et la gestion de l'offre, ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et ça donne des résultats très positifs pour le secteur, pour les citoyens, pour le gouvernement. Je vais vous répéter une statistique que vous avez entendue. On a même eu une présentation, mais ça vaut la peine de le répéter. Au Québec seulement, nous sommes à l'origine de 83 000 emplois. Je me souviens, Marcel, il disait que c'était plus que le plan Nord. 5,5 milliards de contributions au PIB. 1,5 milliard de recettes fiscales. Ça, c'est juste au Québec. Au Canada, c'est 220 000 emplois qui sont reliés au secteur laitier. 16 milliards qu'on verse au PIB, puis plus de 3,2 milliards aux différents paliers du gouvernement. Tout ça sans aucun sou de subvention pour stabiliser ou soutenir notre revenu. Nos consommateurs ont accès à des produits de grande qualité, variés, produits localement par des gens d'ici qui n'ont rien à envier à ceux qu'on retrouve chez nos voisins du Sud. Nous consommons plus de lait que les Américains, 2 fois plus de yogourt et même plus de beurre. Mais les Américains, étant des grands fans de cheeseburgers et de pizza, ils mangent un peu plus de fromage que nous. Mais notre secteur est aussi dynamique que le leur. Notre marché est également plus ouvert que le leur. Malgré les tarifs plus élevés, nous importons 2 fois plus qu'eux, toute proportion gardée, sans compter tous les concentrés protéiques qu'ils nous envoient depuis quelques années, sans aucun tarif pour les contrôler. Si on veut parler des vraies affaires, comme on l'a entendu parler au cours des derniers temps, ces jobs-là, ces retombées économiques-là, ce sont de vraies bonnes affaires. Des jobs que nous n'avons pas créés à coût de centaines de millions d'investissements en dollars des contribuables. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Chers amis, ce qui m'inquiète le plus au-delà des pressions externes, sur lesquelles nous avons peu de contrôle, c'est la partie de notre ADN qui nous a toujours fait tirer ensemble pour être plus forts. Je m'inquiète de discours que j'entends de certains producteurs quand je parcours le pays. Il faut décider plus vite. Décider plus vite. Vous savez, qu'on prenne une décision à Longueuil ou à Ottawa, il va falloir revenir vous voir pour que vous soyez d'accord avec ça, parce que vous ne la mettrez pas en application. Donc, on est aussi bien de partir de la base et aller vers en haut que prendre une décision puis la forcer l'implantation. J'aurais bien des exemples pour vous dire qu'un ou l'autre ne va pas plus vite. Il faut baisser nos prix pour favoriser la sortie des petits, inefficaces, et faire la place aux gros. Il faut récupérer tous les marchés à tout prix. Être meilleur, ça ne veut pas dire être moins nombreux. Être efficace et rapide dans nos décisions, ça ne veut pas dire oublier la base, ceux pour qui on s'est engagé dans l'action et dans la mise en marché collective. Nous travaillons depuis quelques années dans nos ententes nationales sur des projets très concrets pour nous assurer un développement et une croissance optimale pour notre principal marché, notre marché intérieur. Il y a toujours eu des producteurs qui pensent qu'il tirait mieux d'affaire en ne comptant que sur eux-mêmes, en avalant les plus petits. Mais je suis convaincu que la grande majorité a la conviction qu'on est plus fort ensemble et qu'on va être peut-être moins vite, mais on va aller plus loin. À nos amis producteurs des autres provinces, je réaffirme notre volonté sincère et réelle de faire aboutir tous nos projets de mise en marché, que ce soit notre stratégie d'ingrédients P10, les projets d'harmonisation des règles de qualité, d'allocation du lait, de gouvernance. Nous sommes avec vous pour faire croître nos marchés de manière durable et rentable. Pour y arriver, il faudra faire suivre aussi notre base. Au Québec, on a toujours travaillé avec notre base, puis on ne pourra pas passer à côté, c'est fondamental. À nos amis partenaires transformateurs, je réitère notre engagement à travailler avec vous au développement de notre secteur et à la croissance de tous les marchés rentables. Nous avons toujours été ouverts à faire des affaires avec vous, mais dans le respect. En affaires, il est normal d'attendre de ces fournisseurs le meilleur produit au meilleur prix possible. J'ai les mêmes attentes vis-à-vis de mes fournisseurs. Le problème du surplus structurel qui augmente sans limite aucune doit cesser d'être le problème des producteurs seulement. Au rythme où ça va actuellement, le Canada devient l'usine de dernier recours pour les surplus de poudre de lait crémé des Américains. Il faut que ça cesse. C'est un problème d'industrie et nous devrons le résoudre ensemble. Il n'y a pas de partenariat fructueux s'il n'y a pas de rapport d'affaires équilibré et respectueux. J'invite tous les délégués québécois à être à l'écoute des préoccupations de nos amis des autres provinces, à faire preuve d'ouverture. Nous tirons des bénéfices mutuels importants de notre association avec nos ententes nationales. Il faut le reconnaître et travailler dans un esprit de compromis. À nos partenaires gouvernementaux, au nouveau gouvernement québécois et au gouvernement du Canada, je vous rappelle que nous attendons de vous le respect de votre engagement à maintenir intégralement la gestion de l'offre.
tous les pays prennent des moyens qu'ils jugent appropriés pour soutenir leur secteur agricole, que ce soit par des subventions ou par des tarifs douaniers. Je rappelle au nouveau gouvernement du Québec que nous comptons sur son appui, son leadership, pour que le gouvernement fédéral tienne son engagement de dédommager les producteurs de lait et les producteurs de fromage pour les pertes que causeront les importations supplémentaires de fromage européen sur le marché canadien. Je vous épargne la liste des demandes. Les résolutions adoptées à l'OGS et au Congrès et celles que nous avons dans l'Assemblée sont publiques et très complètes. Chers délégués, en 2007, nous avons consulté l'ensemble des producteurs dans une large démarche de planification stratégique. Nous aurons à retourner à leur rencontre pour revoir nos énoncés de vision à la lumière de l'évolution de notre environnement interne et externe. Comme délégués, vous aurez à être à l'écoute des producteurs que vous représentez. Et vous aurez également à les sensibiliser aux attentes et aux points de vue de nos partenaires. Cette Assemblée 2014 sera la dernière Assemblée de notre organisation de sa forme actuelle. Quand nos prédécesseurs ont fondé la Fédération des producteurs de lait en 1983, ils avaient accompli le tour de force de fusionner 4 plans conjoints, 28 syndicats régionaux, pour en former 14 qui initiaient les producteurs de lait de consommation et de transformation et qui étaient affiliés à la Fédération des producteurs de lait du Québec. Je vous invite à prendre le temps de consulter les pages thématiques de notre rapport annuel. Vous serez à même de constater à quel point ils ont été visionnaires et quel chemin nous avons parcouru grâce à la force du groupe. Nous pouvons être fiers de nos relations collectives. Notre nouvelle organisation, les producteurs de lait du Québec, porte bien son nom, puisque désormais ses membres sont les 5 956 fermes québécoises. Notre nouvelle organisation préservera l'essentiel, le cœur et le fondement de notre ADN en misant sur 14 groupes régionaux et sur un réseau branché sur la base. Pour conclure, je vous dirais que notre plus grand défi des prochaines années, des prochains mois au Québec et dans toutes les provinces canadiennes, c'est de préserver l'équilibre entre nos réflexes d'entrepreneurs et notre volonté de maintenir la cohésion et la force de notre groupe. Si les 10 provinces canadiennes parviennent à relever ce défi, malgré toutes les menaces, je suis très optimiste pour notre avenir. Je vous remercie beaucoup. Merci, Bruno. Je ne sais pas si vous avez questions ou commentaires suite aux propos de notre président. Micro numéro 4. Je suis dans la même ligne que vous, M. Bruno. Revenir à la base, faire suivre, consulter, prendre les décisions là. Vous êtes dedans à 100 %, il reste à l'appliquer. À 100 %. Vous n'avez pas entendu son commentaire, mais il dit non aussi. Ils l'ont pas entendu. OK. Ça va couper, là. OK. Il m'a fait un petit commentaire, c'est que oui, consulter, discuter, mais à un moment donné, il faut prendre une décision aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui? Micro numéro 1. Ça a rapport avec le suivi des résolutions. On avait parlé de première étape de CCL à demander poliment de en tout cas, ça aurait résultat d'avoir moins de surplus structurel. Deuxième étape, est-ce que ça va être plus fort? Est-ce qu'on a des chances de régler? Est-ce qu'on a des chances d'améliorer notre situation? Nos chances sont égales à notre détermination qu'on a à le régler. Je peux te dire, au Québec, on est très déterminé à le régler. On est déterminé. OK. Est-ce qu'on a des outils? On est déterminé. On va parler plus fermement. Deuxième étape, je crois. Mais est-ce qu'on a des outils? Bien, je ne sais pas si vous voulez qu'on vous consulte. Non.
Les autres provinces. Mais on travaille, là, vous dites, non, mais sérieusement, là, on travaille avec les autres provinces. Alain en a parlé tantôt. Il y a des provinces qui ont encore des discussions à tenir. Il faut respecter ça. Mais oui, on est déterminé, puis le Québec est très déterminé à ce qu'il y ait l'industrie. On ne veut pas bousculer l'industrie, mais on veut qu'elle soit consciente que probablement la récréation tire à sa fin et qu'on a un problème de structurel au Canada et on veut le régler avec nos partenaires des autres provinces et aussi avec nos partenaires transformateurs. Renaud Lachance. Bruno, oui. De régler ce problème-là, mais avec, comment je pourrais dire, avec les droits acquis qu'ils ont actuellement, ou bien on veut revenir en arrière au niveau des structures? Je ne peux pas présumer là, de la fin de la négociation. Là. Mais, je peux te dire que des retours en arrière, c'est assez difficile. Oui, c'est toujours ça que j'ai pensé. Là, okay. Fait que, ça va réponse. Hein? Oui, pas mal. C'est ça. Là. Mais ça, c'est le minimum qu'ils peuvent faire, là, tu sais. Hein? Je suis tenté d'être d'accord avec toi. Oui, c'est pour le suivi des résolutions. Est-ce que je peux poser ma question maintenant? Moi, c'était par rapport au programme d'aide au démarrage, la résolution 8 de l'année passée. Je voulais savoir, vous dites